Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, petit disclaimer, parce qu'il y a mon voisin qui ne s'occupe pas de son chien. Ça, c'est quelque chose qui me met en rogne, vous n'avez pas idée. Les gens qui adoptent les animaux pour ne pas s'en occuper. Donc le pauvre animal aboie, ça fait un moment, parce que très certainement il doit vouloir rentrer, l'autre l'ignore. Je suis à deux doigts de commettre un drame, mais je vais me calmer. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que ça ne vous dérangera pas dans l'écoute. Aussi, avant de plonger dans l'un des plus grands mystères de l'humanité, parce que c'est notre sujet du jour, parce que l'actualité est trop anxiogène, dès que j'ouvre un truc pour essayer de faire des sujets d'actualité, tremblement de terre, volcan en éruption, bref, voilà. Alors j'ai décidé de revenir à mes premiers amours, et certains me l'avaient demandé en plus, donc on retourne à nos mystères des anciennes civilisations. Mais avant ça, j'ai une annonce à vous faire. Je suis ravie de collaborer avec une toute nouvelle marque que je viens de découvrir et que j'adore, c'est Oli, une marque qui propose des produits à la fois innovants et qualitatifs et qui correspond parfaitement à mon univers. Pour vous dire, à un moment donné, j'ai même pensé à développer ce genre de choses, mais devant l'ampleur du boulot que ça représentait, je me suis un peu découragée. Et vous voyez, synchronicité de la vie, bim bam boum, on me propose de collaborer. Vous me connaissez, je suis ultra exigeante sur ce que je consomme, et aujourd'hui, j'ai trouvé l'alternative parfaite aux boissons énergétiques classiques. Oli Energy. Une boisson, les amis, ultra clean, sans cochonnerie et avec des ingrédients de haute qualité. Si vous cherchez un boost d'énergie efficace mais sain, c'est clairement ce qu'il vous faut. Déjà, niveau goût, c'est une dinguerie, je vous promets. Moi, le goût fraise, kiwi, c'est mon préféré. Et surtout, comparé aux boissons énergétiques classiques, ici, zéro sucre, zéro calories, mais 100% efficacité grâce à une composition, je vous le dis tout net, au top niveau. On y trouve des ingrédients naturels qui boostent l'énergie sans crash ni pic de sucre. Et ça, c'est quand même very important. En gros, c'est le combo parfait entre énergie et bien-être. Moi, avant ma séance de sport, après ma séance de sport, et parfois quand je pense à m'hydrater, parce que ça a été un vrai problème pendant un bon moment, je pensais pas à boire, j'ai noté une nette différence. Regardez en plus comment c'est facile à préparer. Vraiment, dans 2 secondes, et ta petite gourde, elle est prête. Et regardez la gourde, je l'adore. Depuis que j'ai remplacé mon ancienne boisson énergisante par Oli, je vous jure, je ressens un vrai boost sans les effets secondaires que j'avais pu rencontrer quand j'ai essayé d'autres marques ou d'autres systèmes de boissons énergétiques. Plus de coups de barre après coup et surtout, je peux en boire sans culpabiliser. Je vous le disais, pas de sucre. C'est vraiment ce qui me semble, ce qu'il manquait sur le marché. Ce que j'adore, c'est que Oli Energy ne contient, je le répète, que des bons ingrédients et évite tous les trucs chimiques des boissons traditionnelles et c'est parfait pour les gens qui ont un petit problème avec l'eau pure. Parce que je sais que on aime bien avoir des goûts différents, etc. Vous voulez de l'énergie propre, sans crash et avec un super goût? Les amis, c'est clairement la solution. Et bien sûr, vous vous en doutez, j'ai un code exclusif pour vous. Le code, il apparaît ici, mais il apparaît surtout en lien dans la barre de description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et ce code vous donne 5 € de réduction lors de votre première commande. Profitez-en vite avant que ça expire. Je le répète, tout est en description et en commentaire épinglé. Honnêtement, si vous voulez une boisson énergisante, saine, efficace et délicieuse, c'est ce qu'il vous faut tester et surtout, dites-moi en commentaire quel goût vous avez préféré. Allez, maintenant tout est dit et bien dit, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Je vous l'ai dit, retour sur les civilisations anciennes, on va se régaler parce qu'aujourd'hui on parle de Uruk, la première cité de l'humanité, le secret le mieux gardé de l'Antiquité. Alors, installez-vous confortablement, vous allez voir, c'est passionnant, c'est intriguant et c'est maintenant. Allez, on y va.
L'aube de la civilisation humaine pourrait bien cacher une vérité sidérante, une vérité si ancienne, si bouleversante qu'elle a été scellée dans la pierre, effacée des récits officiels et laissée en friche dans les sables du temps. Uruk, ce nom même évoque le mystère. Une ville surgit du néant, bâtie dans la vallée fertile de l'Euphrate, où l'histoire et la légende s'entrelacent dans un récit digne des plus grandes épopées. Mais ce que nous savons aujourd'hui d'Uruk n'est qu'une infime parcelle d'une vérité plus vaste, une vérité que les archéologues découvrent avec stupéfaction à chaque nouvelle fouille. Car sous ces ruines de briques d'argile brûlées par le soleil se cache une histoire que l'humanité n'était peut-être pas prête à entendre. Les tablettes cunéiformes de Ninive, exhumées il y a plus d'un siècle, dévoilent des récits inimaginables, des géants, des bêtes étranges et surtout des vaisseaux volants. Des historiens traditionnels ont tenté de minimiser ces récits, vous le savez, les reléguant au rang de mythologie, de légende, de mythe et j'en passe et des meilleurs. Mais à mesure que de nouveaux indices émergent du sable, les théories conventionnelles s'effritent peu à peu et de manière de plus en plus répétitive et significative ces derniers temps. Uruk n'était pas une ville comme les autres. Clairement. Fondée il y a plus de 6000 ans, elle s'est imposée comme la toute première métropole de l'histoire humaine, le cœur battant de la civilisation sumérienne, le berceau de l'écriture, du commerce et de la structure sociale complexe. Mais ce que personne ne peut expliquer, c'est comment une cité aussi avancée a pu... Une découverte qui a littéralement changé l'histoire. Lorsque William Loftus posa le pied sur ce site en 1849, puis vinrent les grands explorateurs du XXe siècle. En 1912, Julius Jordan, envoyé par la Société allemande d'archéologie, mit au jour le temple d'Ishtar. Ce qu'il découvrit alors défia toute logique et toute explication. Des mosaïques d'une complexité stupéfiante, des structures monumentales et surtout une muraille cyclopéenne haute de plus de 15 mètres et longue de 9 kilomètres, élevée par nul autre que le légendaire roi Gilgamesh. Enfin, légendaire, ça se discute. Les fouilles s'accélérèrent et dans les années 1950, un autre trésor fut mis au jour. Des tablettes cunéiformes datant de 3300 ans avant Jésus-Christ, les amis. Le contenu de ces tablettes allait clairement révolutionner notre compréhension du passé. Elle décrivait Uruk comme le premier centre urbain où l'écriture était utilisée quotidiennement. Non seulement Uruk était la toute première ville, mais elle était aussi l'épicentre d'une société hautement organisée, dotée d'un système économique avancé, d'une hiérarchie sociale sophistiquée et de structures monumentales qui n'auraient jamais dû exister à une époque aussi reculée. Mais un détail particulièrement troublant apparut au fil de certaines des recherches. Uruk ne ressemblait à aucune autre ville antique connue. C'était une ville bien trop avancée pour son temps. Pendant des siècles, les archéologues ont supposé que l'évolution humaine avait suivi une progression linéaire. Des chasseurs-cueilleurs aux villages sédentaires, des premiers royaumes aux empires. Une montée en puissance progressive, logique. Mais Uruk détruit cette théorie. Sa fondation, en 5000 avant Jésus-Christ, ne correspond à aucun schéma classique, à aucun narratif officiel. Comment expliquer que soudainement, une ville comptant plus de 80 000 habitants, avec des zigurats colossaux, des temples sophistiqués et un commerce florissant, ait pu voir le jour sans la moindre période d'expérimentation progressive? Franchement, la question est légitime. D'où venait ce savoir avancé si éloigné de ce que l'on aurait dû retrouver à cette époque? La question est posée. Serait-il s'agi d'un héritage de notre monde? C'est ici que les théories alternatives entrent en scène. Certains chercheurs estiment qu'Uruk aurait bénéficié d'une influence extérieure, une intervention divine ou non terrestre. Car les récits sumériens eux-mêmes contiennent des indices troublants. Les habitants d'Uruk parlaient de dieux descendus du ciel apportant la connaissance aux hommes. Ils parlaient de Gilgamesh, roi légendaire, décrit non pas comme un simple mortel, mais comme un être hybride, né de 2 tiers de divinité
et d'un tiers d'humanité. Et si ceci n'était pas une simple métaphore comme certains ont voulu l'établir en tant que vérité? Les incroyables et inexplicables histoires des dieux, le secret oublié d'Uruk intervient à ce moment-là. L'histoire officielle veut qu'Uruk soit la première grande cité de l'humanité, un miracle de la civilisation, un point de départ dans notre long voyage vers la modernité. Mais ce récit occulte une vérité bien plus ancienne et bien plus dérangeante, comme nous l'ont habitué d'ailleurs tous les récits officiels et toutes les pseudo-histoires qu'on nous oblige à considérer comme des faits établis et des vérités indiscutables. Car, n'en déplaise aux plus obtus, sous les ruines d'Uruk, sous ces temples et ces zigguras, se cache une histoire que l'on nous a interdit de connaître. Une histoire où les dieux ne sont pas seulement des figures mythologiques, mais des acteurs bien réels de notre passé. Et c'est là qu'on va découvrir Emerkar, l'homme qui parlait aux dieux. Avant que Gilgamesh ne règne d'une main de fer sur Uruk, un autre souverain s'était imposé, Emerkar, un nom qui dans les cercles de l'archéologie traditionnelle n'est qu'un écho d'un passé lointain. Mais pour ceux qui osent regarder plus loin, Enmerkar est un personnage clé, une anomalie historique. Son histoire a été transmise à travers les siècles, mais un détail intrigue. Enmerkar ne s'est pas contenté de conquérir des territoires. Il a défié un ennemi redoutable et peut-être plus qu'un simple roi humain. L'érudit Zecharia Sitchin, célèbre pour ses recherches sur les civilisations sumériennes, mentionne un conflit mystérieux entre Enmerkar et le seigneur d'Arata. Un conflit qui ne ressemble à aucun autre de l'Antiquité, car cette guerre ne s'est pas déroulée comme les autres. Il ne s'agissait pas de batailles rangées, d'épées ou de chars. Absolument pas. Selon les textes anciens, cette guerre s'est achevée par une tempête titanesque, suivie d'une sécheresse dévastatrice qui frappa Arata comme une punition divine. Inanna, la reine des terres, n'a pas abandonné sa maison à Arata, ne livre pas Arata à Uruk. Ces paroles attribuées au seigneur d'Arata résonnent comme une ultime supplique face à un pouvoir qu'il ne comprenait pas. Mais qui est cette Inanna capable d'intervenir dans les guerres des hommes? Et je vous ferai remarquer, pour ceux qui n'auraient pas vu, que peut-être si je développe ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que ça ressemble clairement à un sujet hyper d'actualité que j'ose même pas citer parce que je sais que je vais me faire striker, mais où il y a des gens qui prennent des terres sans se préoccuper de savoir ce qui est dit, ce qui est pas dit, ce qui est juste, ce qui est pas juste. On va pas parler de géopolitique, mais vous avez compris. Et je trouve que, encore une fois, bis repetita de l'histoire, ne serait-on pas à cet instant précis? Alors je le répète, qui était donc Inanna? Inanna, déesse, ou encore une fois, entité d'un autre monde. Les tablettes cunéiformes dépeignent Inanna comme une déesse, une entité capricieuse et puissante, capable de protéger ou de détruire des civilisations entières. Mais ce qui frappe le plus, c'est la manière dont les Sumériens la représentaient. Inanna n'était pas une divinité immatérielle flottant dans le ciel, absolument pas. Elle voyageait dans un vaisseau, un appareil que certains chercheurs modernes osent comparer à un objet volant. Les représentations la montrent souvent installée dans ce qui ressemble étrangement à un cockpit, avec des commandes sous ses mains et une étrange bulle transparente autour d'elle. Là, vous êtes en train de voir en photo ce dont je vous parle, faut avouer que c'est quand même extrêmement troublant. Se pourrait-il que les Sumériens aient décrit avec leurs mots et leur technologie de l'époque une réalité qui nous échappe encore aujourd'hui ou qu'on a du mal à intégrer ou que ceux qui gouvernent dans l'ombre se sont tellement appliqués à dissimuler, à démystifier, à décrédibiliser que ça nous semble juste improbable et complètement ubuesque, ne serait-ce que d'en envisager la possibilité. Et si Inanna n'était pas une déesse au sens spirituel du terme, mais quelque chose d'autre. Et vous allez voir que dans cette histoire, elle est loin d'être la seule à poser question. Et oui, si Enmerkar a été le premier roi d'Uruk, Gilgamesh en a été son plus puissant et son plus redouté souverain. Son nom résonne à travers l'histoire, porté par la plus ancienne épopée de l'humanité,
l'épopée de Gilgamesh. Alors je sais, pour certains, Gilgamesh n'est qu'un personnage de légende ou de mythe, une espèce de conte de fées des temps anciens, entre géants et dieux, on ne sait pas trop, mais en tout cas, dans nos esprits et dans l'inconscient collectif, ceci est catalogué comme simple, histoire un petit peu fantasmée. Mais la vérité, les amis, qui était vraiment Gilgamesh? Les tablettes cunéiformes découvertes à Ninive racontent des histoires qui défient l'entendement. Je vous le disais en introduction, on y parle de géants, de créatures étranges et bien sûr de vaisseaux volants. Et au milieu de ces récits se dresse une figure énigmatique, Gilgamesh lui-même. Il s'agit, sachez-le, d'une épopée plus ancienne encore que la Bible elle-même. L'épopée de Gilgamesh n'est pas une simple légende. Elle précède l'Ancien Testament et certains chercheurs affirment que la Bible s'en est largement inspirée. Dans cette version plus ancienne que la Genèse elle-même, un homme reçoit une mission divine, survit à un déluge dévastateur et cherche l'immortalité. Mais non, il ne s'appelle absolument pas Noé. Son nom est bel et bien Gilgamesh. Alors, s'il est bien le personnage historique derrière cette légende, pourquoi son existence officielle est-elle si peu mentionnée dans les manuels d'histoire? Si la Bible s'est inspirée de cette histoire, si à travers les textes mêmes qui ont été choisis, je vous le répète, par l'empereur Constantin Ier, pour constituer la Bible, pourquoi il n'apparaît pas? Pourquoi il n'est pas dit d'où l'origine de l'histoire vient? Parce que, peut-être, il s'agit d'un homme aux origines trop fantastiques et qui en dirait beaucoup trop pour pouvoir les présenter au tout un chacun. Les textes anciens ne le décrivent clairement pas comme un simple mortel. Ils disent que Gilgamesh était un être hybride, l'homme pour qui toute chose était connue, ce qui signifie celui qui détient le savoir absolu. Et d'où venait ce savoir interdit? Les Sumériens disaient qu'il était 2/3 Dieu, 1/3 humain. Une proportion absurde qui défie toute logique, mais qui a peut-être une vraie explication. Parce que cela correspond exactement à l'image que nous avons aujourd'hui de quoi, les amis? Des hybrides génétiques, des êtres créés artificiellement par des entités supérieures. Eh oui, Gilgamesh était-il le fruit d'une expérience? Je pense qu'on peut aussi se poser les questions. Était-ce une créature conçue dans un but précis? Là aussi, on est en droit de se le demander. Aujourd'hui, bien évidemment, je le répète, l'histoire officielle reste silencieuse sur ces mystères. Pourquoi? Parce que si nous acceptions que Gilgamesh ait réellement existé, alors nous devrions réévaluer entièrement l'histoire humaine. Si Uruk a vraiment été fondé grâce à une connaissance venue d'ailleurs, alors nos origines sont plus complexes, plus anciennes et peut-être plus troublantes encore que nous ne l'imaginons. Et si les dieux sumériens n'étaient pas des divinités imaginaires, mais les vestiges d'une présence qui nous a précédés, ça aussi, on est en droit de se le demander. Faut avouer, Gilgamesh, Inanna, Enmerkar, des noms qui à première vue semblent être des légendes figées dans les tablettes cunéiformes. Mais derrière ces récits se cache peut-être une vérité qui dérange. Uruk n'a pas surgit du désert par hasard. Oui, parce que les gens, à l'époque, ils s'embêtaient pas au point de devoir créer des histoires. Ils avaient assez à survivre, à chasser, à pêcher et à se trouver des terres loin des prédateurs. Donc non, si ils ont pris le temps, la peine, les moyens de raconter ces récits, ces histoires, si on en a des traces dans des tablettes cunéiformes où le gars, il a saigné des doigts en écrivant, j'exagère, mais voyez où je vais en venir, on n'a pas le droit de ranger ça et de se dire que c'était uniquement des légendes urbaines venues de notre temps. Uruk n'a pas surgi du désert par hasard. Quelqu'un a apporté ce savoir. Quelqu'un a façonné cette civilisation. Et si ces dieux, justement, dont parlent les textes sumériens, n'étaient pas des mythes, mais la clé d'un passé que nous ne voulons pas admettre? Je sais, certains d'entre vous sont encore en train de se dire que je vais trop loin, très certainement encore en train de taper des petits messages bien mesquins. Je pense à un compte en particulier qui est juste lourdingue, en train de dire, mais c'est du grand n'importe quoi, Gilgamesh c'est qu'une légende. Bon, sachez que le 29 avril 2003, la BBC News a publié un article intriguant intitulé « Le tombeau de Gilgamesh aurait été retrouvé ». L'article expliquait que des archéologues en Irak pensaient avoir retrouvé la tombe perdue du roi Gilgamesh. Il s'agissait d'une expédition dirigée par des chercheurs allemands et l'article citait Jörg Fassbinder, géophysicien du département bavarois des monuments historiques à Munich.
Et les propos de Björk étaient repris en ces termes. Je ne peux pas dire avec certitude qu'il s'agit de la tombe du roi Gilgamesh, mais cela ressemble fortement à celle décrite dans l'épopée. Fassbinder poursuivit en expliquant « Nous avons trouvé, juste à l'extérieur de la ville, une zone située au milieu de l'ancien lit du fleuve Euphrate, contenant les vestiges d'un bâtiment qui pourrait être interprété comme un site funéraire. » Et là, je sais que vous regardez les photos que j'ai trouvées, surtout depuis que l'Euphrate s'assèche. Il faut avouer qu'il semblerait qu'il y ait en dessous une structure gargantuesque, dépassant tout ce que l'on connaît et tout ce que l'histoire, telle qu'elle est donnée dans les narratifs officiels, explique ou raconte. D'après les archéologues, cette découverte a été rendue possible grâce aux différences de magnétisation dans le sol, permettant de cartographier la ville entière avec une précision étonnante. Ils auraient mis au jour des jardins, des champs, et des maisons babyloniennes mentionnées dans l'épopée, ainsi qu'un réseau de canaux sophistiqués, ce qui a poussé certains à surnommer Uruk la Venise du désert. La question qui survient alors, pourquoi donc n'avons-nous plus aucune information après 2003? D'autant plus, comme je viens de vous le dire, que depuis, je crois, 2020, avec la sécheresse qui s'est accentuée, on a vu apparaître des structures qui interrogent, et pourtant, personne ne le répète, personne n'en parle. Pourquoi? Pourquoi ce secret? Pourquoi ces non-divulgations? Depuis cet article, très peu d'informations ont émergé dans la presse. Cela est étrange, car une telle découverte aurait été aussi historique que la tombe de Toutankhamon en 1922 par Howard Carter. Pourquoi l'ambiguïté et l'absence d'informations persistent-elles depuis? L'étude a repris en 2016, mais sans aucune nouvelle annonce. Alors forcément, les gens ont commencé à dire que l'article de la BBC était erroné, d'autres ont dit peut-être que les chercheurs ont été mal cités, parce que le conditionnement de masse est tel qu'à aucun moment on s'est dit mais peut-être veut-on nous dissimuler des choses, peut-être nous mentons, et peut-être que là on tient un truc juste énorme et qui va donner un gros coup de pied, qui va nous permettre de donner un gros coup de pied dans la fourmilière et que forcément il ne faut pas que ça fuite. Non. Les rapports suggéraient que l'emplacement, l'orientation et la disposition de la tombe retrouvée donc dans l'Euphrate correspondaient point par point à celle décrite dans l'épopée de Gilgamesh. Un rapport d'études magnétiques publié par l'équipe déclarait à Uruk, en 2000 et 2002, un magnétomètre à césium SmartMac SM4GG a été utilisé pour mesurer le champ magnétique total du sous-sol, doublant ainsi la vitesse de mesure et augmentant la sensibilité permettant d'obtenir des informations plus profondes sur le sol. Et ce qui nous est apparu est carrément gigantesque. Et ça fait partie des dernières infos qu'on a eues. Un autre mystère qui corrobore justement ces interrogations. Sur Google Maps, en zoomant sur Uruk, on remarque une marque au sol qui ressemble, regardez, étrangement à une représentation de Gilgamesh tenant un lion et un serpent. Et ça, de nombreux passionnés et de nombreux chercheurs indépendants l'ont noté et ont demandé à pouvoir mener des recherches plus approfondies. Bien évidemment, on leur a dit que c'était peut-être une illusion, pareidolie ou une ancienne structure enterrée et que c'était pas nécessaire d'aller plus creuser. Pourquoi, les amis, personne ne parle donc de cette découverte? Fait troublant aussi qui fait qu'il y a de quoi s'interroger, les recherches sur la tombe de Gilgamesh ont été donc interrompues en mars 2003 en raison officiellement de la guerre en Irak, puisqu'il s'agissait de l'opération Iraqi Freedom. Et certains, justement, ont fait la connexion. Et on dit que si cette guerre avait été déclenchée à ce moment précis, c'est parce que, justement, d'autres pays voulaient s'emparer de la découverte de la tombe de Gilgamesh. Lors de cette période chaotique, le musée de Bagdad, devinez quoi, a été pillé et de nombreux artefacts ont disparu. Que s'est-il réellement passé à Uruk ? Il semblerait clairement contente de le dissimuler et de nous le cacher. Gilgamesh était-il un roi historique dont la tombe a été dissimulée ? Là encore une fois, la question est légitime et moi je pense avoir des débuts de réponse. Certains diront qu'il s'agissait simplement d'une épopée fascinante. Je ne le pense pas. Une chose est sûre, l'histoire que l'on nous raconte
est incomplète. Et peut-être que la véritable histoire d'Uruk est bien plus ancienne, bien plus incroyable et bien plus interdite qu'on ne l'imagine. Et ça, moi, c'est plus vers cet aspect-là que je vais me diriger. Depuis toujours, vous le savez, on l'a vu de manière récurrente sur la chaîne, on nous enseigne une histoire aseptisée, une ligne de temps bien droite où les civilisations se succèdent avec une logique qu'ils veulent implacable. Vous le savez, je vous le disais, une montée en puissance progressive, un développement tout à fait normal, qui est connecté à nos besoins, etc., des chasseurs-cueilleurs, et puis après l'ère moderne, etc., etc. Mais Uruk brise clairement ce schéma, d'où je pense cette volonté acharnée de le dissimuler, parce que je vous explique pas comme il a été difficile pour moi de faire ce sujet, et de trouver des informations qui ne tentaient pas juste de noyer le poisson. Ben oui, Uruk dérange. Cette cité apparaît trop tôt, trop avancée, trop parfaite. Une ville surgit du néant, sans phase d'évolution progressive, dotée d'une écriture, d'une organisation sociale et d'un savoir qui ne devrait tout simplement pas exister à cette époque. Il y a de quoi les angoisser, il y a de quoi les faire trembler. Alors, parce que la question qui s'impose immédiatement quand on se penche sur ces artefacts, quand on se penche sur ces faits et qu'on réalise qu'Uruk est une anomalie, je vais le dire comme ça, c'est, mais à ce moment-là, qui leur a transmis leur savoir? D'où leur vient ce savoir? Les tablettes cunéiformes nous parlent de Dieu descendu du ciel, de connaissances apportées aux hommes et d'un roi, Gilgamesh, qui était un géant et dont l'ADN défie toute explication rationnelle. 2 tiers-dieux, 1 tiers humain, bref, une expérience génétique antique, je pense que la question est légitime. Une intervention extérieure dans l'histoire humaine, je pense que on peut se le demander. La question dérange, tellement dérange que l'archéologie traditionnelle refuse même de l'envisager. Ce que j'appelle archéologie traditionnelle pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne, c'est-à-dire je parle des chercheurs dits universitaires qui ont besoin des subventions et qui pour le coup sont bel et bien obligés de coller au narratif officiel parce que sinon il n'y a pas de monnaie pour poursuivre et pour pouvoir vivre de sa passion et de ses recherches. Et c'est malheureux parce que les indices s'accumulent. En 2003, une expédition allemande, je vous le dis, affirme avoir retrouvé le tombeau de Gilgamesh enfoui sous l'ancien lit de l'Euphrate. La nouvelle fait la une de la BBC, puis disparaît dans un silence total et retentissant. Pourquoi plus aucune suite? Pourquoi cette découverte qui aurait dû bouleverser l'histoire humaine a-t-elle été enterrée? Et pourquoi, au même moment, le musée de Bagdad est-il pillé, des artefacts précieux disparus dans l'ombre? Que contenait ce tombeau? Que savait Gilgamesh? Qui était Gilgamesh? Et surtout, qui veut nous empêcher de le découvrir? L'histoire officielle est un puzzle dont on nous cache volontairement les pièces les plus cruciales et cette histoire ne fait que nous le confirmer une fois de plus. Et si, les amis, si Uruk n'était pas la première ville de l'humanité, mais le dernier vestige d'un monde oublié, plus ancien, plus avancé, dont nous ne sommes que les héritiers amnésiques? C'est vraiment une question que je me pose de plus en plus souvent lorsque je fais mes recherches. Une vérité si immense qu'elle ne doit jamais être révélée. Peut-être. En tout cas, à présent, la question est posée sur cette chaîne et cette question ne disparaîtra jamais. Voilà les amis, ce sujet est absolument passionnant. Je vais pas pouvoir poursuivre parce qu'il faut que je règle cette histoire de chien. Je sais pas si ça va, je suis désolée, je le répète, si ça va s'entendre dans mon micro, mais le pauvre animal est en souffrance. Il pleure comme un enfant et je vais aller en découdre avec ma voisine parce que c'est pas la première fois. Bon, là, ça tombe au moment de mon enregistrement, mais c'est pas la première fois et vraiment, ça commence à me poser de réels problèmes parce que j'ai juste envie d'étrangler la personne. Alors, je vais pas rentrer parce que je vais me faire striker, on va m'accuser de menacer des gens. Mais voilà. Alors, la question que je vous pose pour poursuivre, c'est si ce sujet vous a plu, j'ai recueilli énormément d'informations sur Gilgamesh. Voulez-vous que je vous fasse dès dimanche prochain la suite de ce sujet ou voulez-vous que je passe à autre chose et que, même si c'est très anxiogène, je me concentre sur l'actualité du moment? Dites-moi-le, vous savez que cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Avant de vous quitter, je vous rappelle que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter, de partager.
Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et plus on est nombreux, plus on va pouvoir spray la vérité et faire que les vraies questions soient posées de manière à éveiller autant de cerveaux endormis que possible. Ou à minima, en tout cas, de créer la curiosité dans ceux qui sont complètement lobotomisés et conditionnés par un narratif officiel qui s'effrite de jour en jour au vu de certaines découvertes. On nous les cache, on nous les fait passer sous silence, on nous les détruit, mais nous on est là et on se posera systématiquement les bonnes questions. Je veux aussi, avant de vous quitter, vous rappeler, n'oubliez pas d'aller cliquer sur mon lien en barre de description si vous êtes intéressé par découvrir un excellent produit qui, en plus d'hydrater, a beaucoup d'effets positifs sur l'organisme. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Je suis désolée, ça a été un peu chaotique aujourd'hui, mais moi, les animaux, c'est pas possible. Vraiment, ça déclenche, vous savez pas, un tsunami à l'intérieur. Je pourrais imploser devant vous en direct, alors il vaut mieux que j'arrête là. Et malheureusement, je ne pourrai pas enregistrer plus tard parce que j'ai beaucoup de boulot ce week-end. Parce qu'effectivement, aux États-Unis, dans une économie capitaliste, les week-ends n'existent pas. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.